Alors, qui voudrait poser une question à nos invités, monsieur là-bas, que je vous aime déjà, de ne pas laisser l'animatrice en plan? Vous êtes fin. Ah, on en a même deux. Bon, je vous aime. Ah oui, vous vous nous aime donnez le également. micro, on va certainement en profiter parce que les ruraux, on n'a pas des gros poids médias. Alors, en fait, moi, Nommez-vous. Jacques Asselin, maire de la Dorée. De la Dorée. Alors, toi. moi, je voudrais juste introduire une nouvelle dimension. Mieux vivre ensemble, c'est compliqué pour des villages comme les nôtres qui sont en décroissance. Et donc, il faut peut-être, nous, poser le problème différemment, dans le sens, comment on va faire pour renouveler notre population, dans un premier temps, parce qu'on est en rupture de main-d'œuvre, on est en rupture de population, donc on ne gère pas des problèmes populationnels, on gère des problèmes de décroissance. Et dans cet angle-là, je pense que le maire de Mont-Laurier, oui, a bien posé le problème. C'est qu'en fait, nous, ça va devoir avoir la recolonisation de nos territoires avec des nouveaux usages, des nouveaux habitants et adapter notre culture à cette nouvelle composition. Bien, c'est intéressant ce que vous dites là. Monsieur le maire de la Dorée, j'ai oublié votre Jacques, c'est un nom assez commun. Oui, mais j'étais tellement contente de savoir où était la Dorée. Parce que mon ami comptable vient de là, puis on m'en a parlé déjà. Alors, nous, la Dorée, on est aux confins de l'arrière-pays et on est au carrefour du futur plan Nord le jour où il y aura une mise en œuvre de cette hypothèse. OK. Alors, je pense que vous êtes interpellé, mon cher monsieur Adrien, pour répondre à votre collègue de la Dorée. Bien, écoutez, je crois que M. Asselin a vraiment cerné les défis, je dirais, des communautés qui ont des besoins de main-d'œuvre, qui ont des besoins au plan populationnel. Il y a un immense réservoir de 50 000 nouveaux arrivants. C'est ça les projections, les chiffres qui sont prévus pour le Québec pour les 10 prochaines années. Ça fait donc, si je regarde très rapidement, un bassin d'un demi-million d'habitants qui n'ont pas forcément le goût, tous, de s'installer à Montréal ou à Québec. Donc, il y a possibilité d'aller chercher, d'aller puiser dans ce bassin-là. Ce sont des gens qui, pour la plupart, une fois qu'ils auront tenté l'expérience des régions, il y en a beaucoup qui s'enracinent. Est-ce que, avez-vous quelque chose à ajouter, Madame Simard? J'aimerais rajouter quelques éléments. Je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles familles qui ont essayé de s'installer dans votre territoire, mais il y a un élément attractif que vous avez, c'est la nature. Et il y a des jeunes familles qui recherchent justement à s'installer dans un endroit où il y a la proximité de la nature et où peuvent un peu s'éloigner du rythme un peu infernal des grandes villes. Alors, il faut sans doute miser sur ces facteurs d'attractivité et essayer d'attirer des gens qui recherchent ce genre de qualité à un territoire. Est-ce que vous avez encore une école à la Dorée, monsieur? On a encore beaucoup de choses. La problématique, c'est qu'on est aux prises avec les préjugés qui sont véhiculés à le fait que vivre à la campagne, en particulier dans les régions éloignées, c'est comme un exil pour les gens. En fait, c'est pour ça qu'en introduction, j'ai mentionné le poids média. Dans ma municipalité, on a maintenu un taux de vitalité de naissance de 16 enfants vivants par année. On a un programme d'encouragement à la natalité. On vend des terrains à rabais pour baisser le prix des hypothèques. L'an passé, j'ai eu 32 nouveaux arrivants, mais la problématique, c'est que même à ce rythme-là, je n'aurais pas assez. Dans ma municipalité, j'ai une entreprise qui a 240 emplois manufacturiers qui sont payés dans des horizons de 20 à 30 $ de l'heure. Et on a de la difficulté à recruter des gens parce qu'on est victime des préjugés, véhiculés en particulier par les grands centres sur la périphérie, etc. Mais ceux qui restent, ceux qui viennent, là, M. Asselin, les 32 là, qui sont arrivés, est-ce qu'ils restent? Bien sûr qu'il Là, reste. il faut que vous en fassiez des ambassadeurs de la Dorée.
qui appellent, c'est sûr. qui tweetent à leur chum, puis qui soient sur Facebook pour montrer jusqu'à quel point c'est formidable et qu'il y a une communauté qui les accueille. Tu sais, Oui. ben, Oui. je sais bien. Là, Non, mais je ne ferai pas un débat là-dessus longtemps parce qu'autrement, on va monopoliser l'Assemblée. Mais en réalité, c'est ça, c'est qu'on a des succès puis on a une bonne rétention, pas rien qu'à l'adorer. Autour aussi, Ben, on a bravo. porte ouverte sur le lac, on est une stratégie d'accueil, on a une table migrative, etc. Mais il reste que les résultats sont C'est dur. insuffisants Oui. face à l'enjeu démographique. Alors, merci, madame. Ben, je vous en prie, M. Asselin. Il y avait un autre monsieur qui voulait s'adresser à nous. Voulez-vous vous lever, vous nommer, s'il vous plaît? Merci. Alain Larouche, directeur général à Tourisme Canton de l'Est. OK. Alors, des néo-ruraux chez nous, on en a pas mal. Oui. Brome-Missisquoi est dans les cantons de l'Est. Quand les gens de Montréal viennent s'installer à Brome-Missisquoi, pour eux, ils viennent dans les cantons de l'Est. Oui. Écoutez, on n'a pas parlé beaucoup de tourisme à cette session-ci, puis c'est correct, mais c'est un corridor qu'on a avantage à adresser pour ce qu'il est et pour les impacts qu'il a dans les communautés rurales. La région des Cantons de l'Est est unique au Québec, dans le sens que la migration, on connaît ça, puis je viens du Lac-Saint-Jean, moi aussi, là, originellement. Mais la région des Cantons de l'Est s'est dépeuplée de ses anglophones pendant la dernière partie du 19e siècle, et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, elle a été remplacée presque totalement par des Québécois d'autres régions qui ont migré chez nous. Donc, c'est une migration, un changement de population total de 95 d'anglais à 95 de français, de francophones québécois. Et aujourd'hui, on subit une troisième vague de migration qui est celle des urbains qui s'en viennent demeurer chez nous parce que c'est beau, c'est bucolique et c'est pas trop loin des grands centres. Comme la jeune fille disait ce matin, c'est le fun d'aller en campagne, mais c'est aussi le fun d'avoir un magasin pas trop loin puis les théâtres pas trop loin non plus. La dynamique qu'on vit, ce que je voulais vous annoncer ce matin, c'est que nous, à Tourisme Canton de l'Est, on réussit à attirer dans notre région l'équivalent de la population du Québec à chaque année qui vient faire un tour chez nous. Pour une journée, pour une fin de semaine, pour une semaine. Puis après 2 ou 3 séjours comme ça, ils finissent par vouloir demeurer chez nous. Ils achètent une propriété. Attends, vous voulez dire qu'il y a 8 millions de personnes qui passent dans les cantons de l'Est? Oui, à chaque année. Wow. C'est autant que dans les Laurentides. Et le tourisme au Québec est né dans les cantons de l'Est en passant. Des clientèles américaines qui venaient de New York, Boston, qui venaient en train. C'était bien avant les bateaux. Okay? C'était bien avant les Laurentides. Mais ça, c'est pas grave, c'est un autre débat. Mais la pression qui est faite sur les communautés rurales, villageoises et même les petites villes actuellement, elle est importante. Alors, on amorce un chantier actuellement à travers lequel on va réfléchir avec les citoyens et les néo-ruraux et les élus et les acteurs, les leaders des communautés, comment on redéfinit les identités de ces villages-là à partir de ce qui se produit actuellement. C'est-à-dire qu'on a un mélange de nous et de eux qui veulent vivre ensemble, mais qui font monter les taxes, mais en même temps qui créent de l'animation et de la dynamique dans les villes, qui créent de l'économie, qui aident les communautés à survivre. Alors nous, on n'a pas beaucoup de communautés dévitalisées, mais on a des communautés dont l'identité change. Oui. Et c'est à cause du tourisme, et c'est à cause de la villégiature qui se transforme en citoyen. Mais ça a beaucoup d'avantages. Ça augmente les assiettes fiscales des municipalités, ça crée une nouvelle dynamique, ça redynamise les communautés, mais on a l'avantage d'être proche de Montréal, d'être proche de Boston, proche des frontières. Donc, c'est une réflexion. On ne sait pas si on va gagner le chantier, on ne sait pas comment on va faire, mais on sait qu'on a des cas comme Sutton, qui est un petit village dont la luminosité baissait dans les années 70-80 et qui maintenant est devenue une petite communauté phare. On avait des villages comme Knowlton, qui était un icône, qui est baissé. On avait une ville comme Sherbrooke, personne ne parlait d'aller à passer un week-end ou une soirée à Sherbrooke, qui est maintenant devenue une destination gastronomique. Ça a pris 10 ans, une soixantaine de millions de dollars d'investissement pour revitaliser le lac, la gare, le marché, la rue principale. Mais ça se fait. Mais une fois que le matériel est fait, on s'adresse aux humains, comment on vit ensemble et comment on redéfinit l'identité d'un petit village qui était un village de fromagiers, un village de forestiers, un village agricole qui devient progressivement une petite communauté rurale bien agréable à vivre. Alors, vous avez un beau problème, mais je trouve que vous campez parfaitement bien votre défi. Et un peu comme M. Adrien le disait tout à l'heure, c'est ça le défi de tous les leaders désormais dans les communautés, c'est qu'il faut qu'ils se positionnent par rapport à cette nouvelle mutation-là. Et un peu comme disait Mme Simard,
on est obligé d'admettre que c'est ça maintenant, la réalité. Ça ne donne rien de penser. Et c'est pour les cantons de l'Est, mais c'est aussi la même chose pour cette île, c'est la même chose pour la Gatineau, c'est la même chose. Monsieur Adrien, allez-y. Ajouter quelque chose par rapport à ce commentaire-là qui m'apparaît tout à fait juste. La seule chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est qu'il s'établisse une ligne de fracture entre ces deux groupes-là. Tisser des liens, essayer d'avoir des rapports de proximité avec ces nouveaux arrivants-là, des activités comme on a eu ce type d'action-là suggérée par Mme Simard. Il faut que ces deux communautés-là se rapprochent pour n'en former qu'une ultimement. Je crois que le défi est tout là, mais c'est ça, inévitablement. C'est un beau défi, mais comme je suis anthropologue, moi aussi, comme Mme Simard, je pense que la dimension humaine et l'humain dans la société va reprendre une place importante, du cœur à la communauté, donc. Mais vous avez raison, puis il y a d'autres conférenciers, puis même nos jeunes femmes de ce matin nous l'ont dit, faire des activités familiales, intergénérationnelles, ça soude des villages. Parce que tu viens avec la grand-mère, tu viens avec la cousine, et voilà. Madame Simard? Oui, j'avais le goût de réagir. C'est vrai que c'est un gros défi parce que ce qui est ressorti beaucoup de mes entretiens avec les 4 groupes, c'est qu'il y a 2 visions différentes de la campagne et il y a 2 visions aussi différentes du tourisme. Et il y en a qui préconisent le tourisme léger où on va mettre à profit le patrimoine local, alors que d'autres vont prioriser plutôt un tourisme de masse. Et on retrouve toujours cette polarité, ce clivage-là. Alors, je n'ai pas de solution toute faite par rapport à ça, mais je pense que c'est important de garder quand même le caractère local de la petite municipalité. Il faut conserver la raison pour laquelle ces gens de l'extérieur sont venus chez nous. Oui. Mais vous avez raison, M. Adrien. Le maire, M. Adrien, c'est que la fracture s'installe naturellement et progressivement. Oui. Malheureusement, il faut veiller à la réparer et à en atténuer les effets. Mais elle est là indéniablement, parce que les gens qui ont acheté une propriété dans ces petits villages-là, une fois qu'eux sont installés dans notre région, en tout cas, ils n'en veulent pas tellement d'autres. Alors, c'est un autre problème qu'il faut gérer, ça. Et nous, juste comme association touristique régionale, notre réflexion à date est on ne tient pas tant que ça à attirer de nouveaux visiteurs. On en a déjà pas mal. C'est un poids environnemental, c'est un poids social. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour transformer cette masse de visiteurs-là en quelque chose d'aidant dans les communautés de support? Absolument. Il faut faire travailler le monde ensemble. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on voulait... Joël, est-il encore là? Non? Je voulais savoir... Oui, Joël, est-ce que nos web participants ont manifesté un intérêt pour poser une question? Pas. Ils sont à l'écoute. Alors, à partir de maintenant, vous allez peut-être, du côté de la Métis, être obligés de travailler ensemble. Alors, on va les remercier une dernière fois. Monsieur Barry, Madame Simard, Monsieur Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange avec nos participants. Et là, on va vous faire travailler un petit peu. Alors, oui, on fait un changement. Oui. Oui. OK, d'accord. Oui, voulez-vous introduire, M. Non, pas du tout. OK, alors, changement de plan, vous ne travaillez plus ensemble. Mais vous avez le droit quand même de sympathiser avec les gens de votre table, que vous aimez déjà beaucoup, j'en suis persuadée. Parce qu'on a envie d'accélérer un petit peu les choses pour vous garder pas trop longtemps, parce qu'on sait qu'il y a une pression météorologique. Une des questions qu'on s'est posées et sur lesquelles on voulait vous faire travailler en petits groupes, mais là, on va vous demander de le faire individuellement. Vous savez, il y a eu cette tournée de solidarité rurale et une des thématiques de cette conférence nationale, c'est beaucoup d'essayer d'innover et d'imaginer l'avenir pour la prochaine décennie avec
les ressources que nous donne la nouvelle mouture de la politique. Donc, on aimerait voir jusqu'à quel point vous pouvez générer aujourd'hui dans cette salle un certain nombre d'idées pour imaginer créer une ruralité encore plus à votre image, à mettre en place des approches de développement qui répondent encore plus à vos besoins. Alors, comme Solidarité rurale va devoir plancher là-dessus, on vous demande si vous aviez à mettre 1 ou 2 éléments à l'agenda de l'innovation du monde rural. Quand on dit les ruraux, ils ont plein d'idées, puis en tout cas, les projets, c'est pas ça qui manque, et il faut repenser nos collectivités différentes. Qu'est-ce que vous, individuellement, vous aimeriez mettre à l'agenda de l'innovation du monde rural? J'aimerais ça vous entendre prendre un certain nombre de contributions là-dessus. Un micro pour mes gazelles, OK. Alors, là, évidemment, c'est la question de 50 000 $. On est plus intelligent en groupe, je vous le concède. Monsieur, déjà, levez-vous, nommez-vous. C'est sûr que de faire une place aux jeunes, aux adolescents de nos municipalités rurales, je pense que c'est tellement important parce qu'on dit toujours que Partenaire 12-18, la cause dans laquelle Mathilde et Chloé sont impliquées, c'est une triple cause de santé. C'est la santé de nos jeunes qu'on travaille, la santé de notre relève et celle de notre région. Laisser la place aux jeunes dans la vie de nos municipalités, très important. Leur faire une place. Bravo. Ici, nous avons une jeune qui est une bonne main. Non, mais bravo. Merci beaucoup. Vous êtes monsieur? Monsieur Caillé. D'accord. Les gens du web, là, je peux vous écouter aussi. Hein? Vous faites signe à Joël que vous avez le goût. Monsieur, nommez-vous? Oui. Pas trop près du micro. Jean Robitaille, Centrale des syndicats du Québec. Bonjour. Je coordonne le réseau des établissements verts Brundtland. Ah oui. Un réseau de 1400 établissements qui ont été reconnus depuis la création du réseau au début. Et je voudrais faire un peu de surf en bon français sur ce que monsieur dit. L'importance de l'éducation. Et l'importance d'impliquer les jeunes dans la vision de leur propre communauté. Et on est tout à fait prêt, disposé, et on souhaiterait travailler davantage avec Solidarité rurale, éventuellement développer des outils pour soutenir le personnel enseignant, pour aider les jeunes à essayer de dégager cette vision d'avenir-là, et qu'il puisse y avoir dans chacun des milieux le plus de communication entre les jeunes et les responsables de la municipalité, de la communication. Je pense que c'est la meilleure façon de s'assurer que les jeunes restent dans leur milieu et qu'ils développent un sentiment d'appartenance, c'est de leur donner la parole. En 2 mots, rappelez-nous les grandes valeurs qui sous-tendent le réseau Brundtland. Donc, c'est autour de 4 valeurs. Ce qu'on prône, nous, c'est un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. Donc, toutes les activités proposées sont autour de ces valeurs-là. Et ça s'incarne dans les écoles. Ça s'incarne dans les écoles, ça va des CPE, on a maintenant des facultés universitaires qui ont le statut EVB, des établissements associés, des maisons de jeunes. Okay. Et c'est intéressant aussi les communications qui peuvent se faire d'une communauté à l'autre au niveau d'une région. Et on travaille sur un projet dès cet automne dont vous allez probablement entendre parler. Bien, on le souhaite. Merci beaucoup. Donc, l'implication de la jeunesse, c'est un des éléments qui a l'air vraiment de rallier plusieurs personnes. Avez-vous une autre intervention, madame? Levez-vous, nommez-vous. Oui, Marie-France Moquin de Fröhlich-Burn. Ah, bonjour, madame Moquin. Bonjour. Je voulais remercier dans un premier temps l'équipe de Solidarité rurale pour ce merveilleux 3 jours. Merci beaucoup. Vous avez donc raison. Deuxièmement, j'aimerais, dans un futur, qu'il y ait une écoute plus attentive de la part des gouvernements pour le développement rural. Dans un premier temps, moi, je vis un peu
pas tout à fait la même réalité que monsieur. Nous, au contraire, il y a beaucoup de monde qui veut venir s'installer à Fredericksburg, mais on a des contraintes de territoire de développement. Tout est zoné vert. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Alors, quand une municipalité veut se développer, qu'il y ait une meilleure écoute au sein des gouvernements par rapport à certaines réglementations, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'aimerais que Solidarité rurale fasse partie de la formation des nouveaux élus, autant que l'éthique. Car je trouve que c'est un outil de travail fantastique qui est méconnu pour encore trop de municipalités. Alors voilà. Voilà. Ben, merci, Mme Moquin. Donc, peut-être avoir un peu plus de poids et d'arguments et d'oreilles quand il faut changer des zonages, justement pour redynamiser des collectivités. Une autre intervention? Oui, bonjour monsieur, nommez-vous? Pierre Thibodeau, maire de Saint-Ulrich et préfet de la MRC de la Matanie. J'aimerais porter à l'attention de Solidarité rurale le modèle de gouvernance qui devra évoluer dans les prochaines années, puisque... Le modèle de gouvernance de Solidarité rurale? Non, non, parce que Solidarité rurale pourrait être interpellée par ça. Okay. C'est le modèle de gouvernance à l'intérieur des MRC rurales. OK. C'est la relation rural-urbain. En fait, la problématique, pour y aller très rapidement, ça consiste à dire que vous avez souvent des villes-centres, vous avez des milieux ruraux qui sont souvent très dispersés, des petites municipalités, des municipalités de petite taille. Et vous savez, à une certaine époque, il y a eu toute la vague des fusions municipales. On sait très bien que le Mamro ne veut plus se mettre le nez là-dedans, mais il y a des communautés, en fait, qui ont de la difficulté, qui ont vraiment de la difficulté. Comme préfet, j'ai 10 communautés rurales, certaines d'entre elles sont dévitalisées. Et le travail qu'on est en train de faire actuellement, ça consiste un petit peu à vouloir regérer autrement la gouvernance à l'intérieur de ces municipalités-là. C'est-à-dire que les municipalités sont en train de vouloir se réunir pour mettre en commun des services, tout en gardant l'autonomie municipale. Donc, c'est difficile. Oui. Parce que dans certains milieux, en fait, on tient à tout crin, absolument, alors qu'on a de la difficulté vraiment sur le terrain à maintenir les services. On tient absolument à une sorte d'autonomie, mais en fait, qu'on n'a plus les moyens de se payer. Lorsque j'en ai parlé à différents moments, soit à M. Lelièvre, à différents ministres, je me suis rendu compte, au fond, que le gouvernement ne voulait pas trop toucher à ça. OK. Et moi, mon point de vue, il va falloir qu'on reparle de gouvernance des petites municipalités, parce qu'on a une trentaine de MRC au Québec qui ont sensiblement les mêmes problématiques, les mêmes difficultés. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir pisté là-dessus. Madame, bonjour. Nommez-vous? Danielle-Henri Allard, préfète de la MRC Montcalm, élue au suffrage universel. Moi, je me retrouve un petit peu chez deux côtés. J'ai beaucoup de gens qui veulent s'établir chez nous. Fait que la problématique d'avoir les gens qui veulent demeurer dans la Naudière, elle n'est pas là parce qu'on est proche de Montréal, sauf qu'on a une CMM. Alors, ce qui fait qu'il faut densifier Montréal, il faut les aider à vivre. Puis, il faudrait que Solidarité rurale, je sais qu'elle le fait très bien, mais nous aide à faire comprendre au gouvernement que quand on investit $1 dans Montcalm, ça rapporte 48 sous à Montréal. On a eu une école qu'on voulait bâtir qui était dans un périurbain par rapport à l'aménagement du territoire qu'on n'a pas pu faire à cause qu'il fallait que tout s'en aille à Montréal. On a un beau projet pour les jeunes qui est sur la table, une recherche, quelque chose que c'est pas encore lancé. Oui, c'est ça qu'on peut pas c'est en gestation. Sauf qu'on travaille, puis on a fait un plan d'aménagement du territoire, toute la MRC Montcalm au complet, pour arriver à avoir ces projets sur notre territoire. Puis il va falloir se battre contre la CMM, parce qu'on disait hier, bien, les entreprises, il faut qu'ils investissent à Montréal, puis il faut qu'on lui donne de l'air, de l'oxygène, mais il faut aussi nous donner de l'oxygène, parce qu'on est en train de nous étouffer à ne pas vouloir donner du nouveau, qui fait que nos gens qui sont en campagne, qui sont des producteurs agricoles, qui veulent aller demeurer dans leur village,
pourront pas rester dans leur village parce qu'il n'y aura pas de terrain. Oui. Alors, la problématique, c'est de garder les gens chez nous. Avant, on disait c'est l'exode des jeunes. Les jeunes veulent revenir parce qu'il y a de l'herbe, c'est beau et tout. Puis on parle beaucoup de... Parce que, tu sais, on a été la première MRC à avoir les 3 voies chez nous. Tu sais, les jeunes à l'école sont sensibilisés. Puis étant proche de Montréal, ça se fait quand même bien, le trajet. Sauf que là, on a besoin d'air, on a besoin de... Tu sais, des entreprises qui investissent, qui ne peuvent pas agrandir leur territoire, qui sont chez eux, puis ils lui disent, bien, déménage à Montréal. Pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Alors, si on veut faire d'une communauté... Parce que... Des milieux de vie où est-ce que les gens sont capables de vivre, de travailler, d'avoir du plaisir, de se divertir, de militer. Ça n'empêche pas les gens qui vont aller se promener à Montréal, pareil. Ben oui. Là, il y a un problème de circulation qui fait que les gens veulent demeurer chez nous parce Bien qu'ils ne veulent sûr. plus demeurer à Montréal. Prix de Il y a une l'essence. petite problématique qui est très, très difficile et que pas personne ne veut prendre en main. Mais écoutez, nous autres, on est en train de faire un plan d'aménagement où il faut que les maires disent oui, il va y avoir des résidences là, il n'y en aura pas là. Puis, tu sais, faire un consensus dans la MRC. Alors, s'il y a un consensus qui se fait à l'intérieur d'une MRC, qu'on puisse les écouter. Parfait. Alors, message reçu 10 sur 10. Une autre contribution, Madame, nommez-vous? Sylvie Norris du regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. J'aimerais rappeler, moi, que les trésors sont souvent cachés. On a parlé beaucoup des chialeux, on a parlé des délinquants et j'ai adoré ça. Pour la première fois, j'ai l'impression que je ne suis pas sur une autre planète, mais bien sur la bonne, parce que j'ai eu longtemps l'impression d'être un extraterrestre dompé quelque part. Mais j'aimerais rappeler qu'on vise beaucoup à rejoindre les jeunes, on vise beaucoup à rejoindre des jeunes, mais toujours avec des processus qui sont similaires. Alors, je trouverais vraiment important d'ouvrir notre esprit sur la façon de découvrir les trésors et de les mettre en valeur. C'est-à-dire qu'un jeune qui peut avoir des particularités au départ un peu anarchiques, rébutantes ou peu importe, moins intéressantes, il faut faire attention parce que c'est souvent des jeunes qui ont des potentiels et des capacités impressionnantes au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la ferveur dans leurs émotions et de leur passion. Et ce que j'ai constaté aujourd'hui en côtoyant les leaders pendant 3 jours, c'est que c'est des gens passionnés. Et cette passion-là, elle est partout. Donc, il faut la trouver, prendre le temps d'aller la découvrir. Au niveau de mon souhait pour Solidarité rurale, je dirais la façon dont vous travaillez avec les politiques publiques, ce serait vraiment intéressant de transférer ce savoir-là dans plusieurs autres ministères, ainsi facilitant grandement, fort probablement, le développement des petites communautés, parce qu'on parle du ministère de l'Éducation, du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui souvent vont prendre le nombre comme garant de bons services ou comme garant d'investissements importants. Et là, je m'amuse parce que moi, je travaille beaucoup avec d'autres ministères, pas beaucoup avec le MAMRO. Et s'il vous plaît, venez travailler avec moi. Donc, mais je me rends compte que ce que vous avez réussi à faire, c'est d'une richesse incroyable parce qu'on mise beaucoup plus sur les processus que sur la finalité. Et ce qui n'est pas le cas, ce qu'on voit, ce qui n'est pas le cas dans les autres ministères. Donc, si vous avez un pouvoir d'influence, s'il vous plaît, exercez-le. Mais ça, je peux vous garantir qu'ils essaient vraiment de le faire. Puis, je suis d'accord avec vous que, notamment au ministère de la Santé et des Services sociaux, le mot oui, merci, est de plus en plus à la mode. Et j'ai bien aimé le cri du cœur du ministre Lelièvre qui disait « Mais là, je vous demande, au fond, de donner l'exemple au gouvernement. Travaillez bien entre vous, là, puis travaillez vraiment avec tous les enjeux, puis tous les acteurs. Ça va leur montrer que ça se peut. » Eux, ils le mettent souvent dans leur plan d'action, mais ils ont bien de la difficulté à le faire. On peut le savoir. Une autre intervention, monsieur, nommez-vous. Bonjour, mon nom est Vincent Van Skendel. Je suis directeur d'un organisme qui existe depuis pas longtemps, qui s'appelle le TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. Oui, oui, de l'Université du Québec à Montréal, qui est né un peu là. C'est beaucoup plus large, ça regroupe Solidarité rurale est membre, le Conseil québécois de la coopération est membre, le Chantier de l'économie sociale, l'Association des CLD, la Fédération québécoise des municipalités, tous les réseaux de l'Université du Québec, 2 centres de recherche, c'est une grosse patente. Donc, notre mandat, c'est la veille, la liaison et surtout le transfert. Donc, j'ai l'impression que je parle un peu pour ma paroisse, mais c'est notre paroisse, parce que depuis mercredi, on parle beaucoup de mise en commun, de partenariat, de vision.
de mettre en commun nos différentes expériences. Et il y en a partout à travers le Québec. Il y en a qui sont connus, qui ont été investigués. Il y a des recherches dessus, d'autres qu'on ne connaît pas, mais qui ont beaucoup de points en commun. Et j'ai l'impression qu'un des enjeux, c'est justement de faire le transfert, de s'assurer que les bons coups faits ici et là, même si c'est dans un village où il y a 150 personnes qui se méritent le 3e prix hier, soit considéré comme une avancée pour tout le monde. Exactement. Non seulement qu'on connaisse, mais qu'on se reconnaisse dans ce que tout le monde fait et que ça nous permette d'avancer ensemble et que ça nous permette d'influencer les politiques publiques et les amener à soutenir les différentes expériences. Oui. Alors, et ça, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un ministère qui se décide. Je pense qu'on peut commencer. Il y a maintenant beaucoup de moyens. Bon, il y a le TIES, il y a autre chose. Il y a le CQCM qui a présenté. Et avec tous les réseaux, je pense qu'on a un travail pour transférer pas juste les connaissances, mais les expériences elles-mêmes, les généraliser et créer des conditions pour que ça s'étende. Alors, c'était votre souhait à mettre sur l'agenda. Je vais faire du pouce sur ce que vous dites avant de demander, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Il y a un outil qui existe qui s'appelle Kaléidoscope. Là, je ne suis pas complètement hors d'un conflit d'intérêts, je vous le dis tout de suite. Je suis au conseil d'administration de cette revue. On a mis des exemplaires, ai-je vu, un peu partout. Kaléidoscope essaie de rendre compte. Alors, Kaléidoscope, le développement collectif dans tous ses états, essaie de rendre compte, à la mesure de ses petits moyens, un peu ce que dit M. Van Schendel, je massacre votre nom, je suis désolée, de faire le transfert de connaissances, de projets et tout ça. On est en train de faire un virage et la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous avez le goût de vous abonner à Kaléidoscope, faites-le maintenant. C'est encore possible de le faire gratuitement et on a un plan de virage formidable qui éventuellement nous mènera vers une plateforme interactive où justement les membres de Kaléidoscope vont pouvoir mettre leur contenu sur cette plateforme et ce sera très intéressant de pouvoir s'abreuver à toutes les initiatives des gens un peu partout et vous devriez en entendre parler bientôt. Une dernière intervention, m'avez-vous dit, Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous de quelle localité vous êtes le maire régnant depuis tant d'années. Je suis maire de Baie-Saint-Paul. Mais oui. Réélu, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous voulez mettre à l'agenda, donc de l'innovation? Je veux mettre à l'agenda. On parle de quelque chose qui peut être innovant, et c'est sûr, là, les gens me connaissent pour parler de ça de temps en temps, mais je vais en reparler pareil de l'agenda 21. Oui. Et puis je le fais parce que je pense que ça peut être encore innovant. Puis c'est pas une panacée, il y a peut-être d'autres moyens. Mais nous, à Baie-Saint-Paul, puis ça fait on l'a adopté en 2006 quand même. Oui. Mais ce que ça nous permet, c'est d'avoir une approche de développement. Là, on dit développement durable, mais c'est tellement galvaudé. Moi, des fois, je parle de développement global. Et ça nous a permis aussi de commencer par aller rencontrer nos citoyens et de travailler à tous ces niveaux-là. Puis on en est rendu à réfléchir notre développement, puis ça se traduit à travers notre plan d'urbanisme, à travers nos différentes décisions qu'on a à prendre. Ce n'est pas facile de le faire, mais on est en train d'aller dans ce sens-là. Et moi, je pense que c'est incontournable maintenant. Et ça nous permet aussi de rencontrer nos citoyens, de travailler au niveau de la participation citoyenne aussi. Un autre aspect, puis je conclus là-dessus, que je voulais ajouter, c'est la question culturelle. On ne parle pas beaucoup de ça, mais moi, vous savez, dans ce qu'on a appris, ce que j'ai appris là-dedans, c'est que l'aspect culturel, la vitalité culturelle, ça peut être fondamental pour le développement de nos communautés. Et créer de l'appartenance. Des fois, on passe à côté, on ne le voit pas, puis il y a des fois des artistes, des gens chez nous, des gens qui sont proches du patrimoine, qui nous font valoir des choses. Des fois, on ne les écoute pas toujours, puis quand tu écoutes ça, puis tu travailles avec eux, tu t'aperçois tout à coup, oups, il y a peut-être un embryon de quelque chose autour de ça. Oui. Et il faut être attentif à ça. C'est ce que moi, je pense qu'il faut se rappeler ça, d'être attentif à ces choses-là. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fortin.